Bonjour. 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 Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire de Las Forest en partenariat avec l'association FIG. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde connecté. Il est pile l'heure. J'espère que vous allez bien pour parler ensemble des métiers responsables et rentables dans un restaurant. Voilà, je regarde un petit peu les inscriptions. Je vois que ça arrive petit à petit. Très bien. Hop. Tac. Regarde. Donc ça arrive on se laisse une petite minute. Le temps que tout le monde arrive et on va se lancer pour ne pas faire attendre les personnes qui sont arrivées. Super. On a 16 personnes là déjà, donc c'est bien. Oui, très très bien. Vous avez pour la partie interface, vous avez en bas à droite un espace de chat et un espace de questions, voilà, que vous pouvez utiliser. Nous avons en back-office, donc là vous avez la table ronde en visuel, mais nous avons en back-office Stéphanie et Nicolas qui sont là aussi pour gérer au niveau du chat. Donc n'hésitez pas s'il y a soit des problèmes techniques, mais aussi à poser toutes vos questions. On va le redire, mais on y répondra à la fin. Donc n'hésitez pas. Petit onglet tout en bas à droite sur votre écran, l'onglet chat. Bonjour Stéphanie. Et qui répond, donc que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas. Et vous avez même un espace de questions. Bonjour Bénédicte, qui dit bonjour tout particulièrement à Eva et Elise. Alors, on va se lancer, si ça vous va. Hop. Donc, comme vous le voyez sur le titre, et que vous êtes venus, on est ici pour un nouveau webinaire As Forest avec l'association FIG. L'objectif, construire une démarche éco-responsable et rentable dans son restaurant. Autour de la table, donc je me permets de commencer pour me présenter avant de donner la parole. Donc je suis Charline Waraki, chef de projet à Las Forest. Je chapeaute notamment cette partie webinaire. Je donne la parole et donc nous avons notamment Philippe Debras, notre coordinateur restauration. Bonjour. Que vous connaissez, je pense, pour beaucoup. Voilà. Et puis, Phil, je te laisse peut-être présenter Eva et Elise. Exactement. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire un petit peu nouveau pour nous. Enfin, en tout cas, on essaie d'initier cette partie éco-responsable pour les restaurants. On le fait beaucoup pour l'hôtellerie et un peu moins pour les restaurants. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on l'a fait en partenariat avec Eva Genel et Élise Baron, qui vont se présenter après sur le pourquoi ils sont avec nous. On a travaillé ensemble déjà sur un programme, sur un programme bien précis pour les restaurateurs essentiellement, donc vraiment très ciblé restauration, pour accompagner et pour donner des idées aussi, déjà de réflexion, commencer à préparer un petit peu l'avenir, puisque il y a des échéances qui arrivent 2023-2024. Donc, on a essayé de réfléchir un petit peu en amont comment on peut aider éventuellement ou comment on peut initier cette démarche, voilà, donc qui est importante aujourd'hui, je pense, avec toutes les crises qu'on peut avoir d'énergie, d'approvisionnement, enfin toute la problématique qu'on peut avoir au quotidien aujourd'hui dans les restaurants. Donc, ça nous paraissait un thème important. Donc, je vais laisser la parole à Élise et Eva. Je vous laisse vous présenter et puis on se retrouve tout au long de la session. Peut-être moi pour commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Élise Baron, cofondatrice de FIG. On est ravis d'être avec vous cet après-midi et de pouvoir partager autour de ce thème qui nous tient effectivement beaucoup à cœur et en espérant de pouvoir vous donner des premiers conseils pour vous lancer concrètement dans vos restaurants.
Voilà, et Eva Genel, donc juste pour compléter, ça fait maintenant 3 ans qu'on a créé FIG pour accompagner les restaurateurs parce que l'alimentation durable n'est pas encore très connue, voilà, pas assez. Absolument. Et au-delà de la tendance, au-delà de l'obligation, il faut savoir faire aujourd'hui de ces obligations à venir, je pense, une vraie opportunité. Et donc, c'est vrai que ça va être tout le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire quand on ne sait pas forcément par quoi commencer. Donc, juste avant de vous présenter le programme là, de ces 45 prochaines minutes, l'idée, c'est, je rappelle, les questions dans le chat en bas à droite ou dans l'onglet questions. On y répondra à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, tout au long, vous pouvez poser vos questions. On les récupère et on les traitera fin de session. Voilà. Et on va passer tout de suite à la suite. C'est parti. Du coup, pour vous présenter rapidement le programme, on vous propose de commencer par essayer de mieux comprendre le lien entre crise climatique et alimentation. Ça nous semblait important de repartir de là pour vraiment que vous compreniez, je dirais, les enjeux sous-jacents de toutes les problématiques qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Ensemble, ensuite, on redécouvrira ou on découvrira les bénéfices autour d'une démarche éco-responsable. C'est vrai que souvent, quand on pense éco-responsabilité en restauration, ça peut faire peur. On va voir que ça, en réalité, génère de nombreux bénéfices économiques. Et enfin, on essaiera de définir ensemble les priorités pour vous lancer très concrètement dans vos restaurants et puis vous donner des premières idées d'action. Alors, crise climatique et alimentation, c'est vraiment le sujet du jour. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette question. Hein. Comment vous, déjà, vous voyez un petit peu ça dans vos établissements aujourd'hui? Comment vous allez pouvoir le décliner? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. C'est vrai que nous, pour en parler depuis un petit moment, souvent on nous demande quel coût ça va avoir, combien ça coûte, c'est toujours le sujet. Nous, l'idée là dans cette présentation, c'est vraiment de désacraliser un petit peu le combien ça coûte et de dire voilà, il y a moyen de faire des économies sans que ça coûte une fortune et sans qu'il y ait des frais supplémentaires ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'idée de trouver les solutions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à cette crise climatique et alimentation? Alors n'hésitez pas, en tout cas, écrivez bien les questions et on les prendra en effet. Je laisse Élise peut-être et Eva déjà en parler un petit peu. Je suis sûre que ça suscitera de nouvelles questions en plus. Tout à fait. On va démarrer avec un bref rappel pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre, pour commencer? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas toujours précisément de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous savez que le gaz à effet de serre principal, c'est tout à fait naturel, c'est la vapeur d'eau. Et que s'il n'y avait pas de vapeur d'eau dans notre atmosphère, eh bien, il ferait moins 18 degrés sur la Terre. Donc, les gaz à effet de serre ne sont pas tous mauvais. Mais malheureusement, l'activité humaine a ajouté dans l'atmosphère, et surtout ajoute récemment et ajoute en ce moment dans l'atmosphère, d'autres gaz à effet de serre qui, eux, vont augmenter cet effet de serre. Donc, effet de serre, ça veut dire en fait que lorsque le soleil chauffe la Terre, eh bien, la Terre rayonne un petit rayonnement infrarouge qui est donc émis par la surface de la Terre, qui nous permet de vivre, en fait. C'est ça qui nous permet d'être dans des conditions de température qui sont vivables pour nous. Mais malheureusement, ce rayonnement-là, il est piégé par ces gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre qui est lié aux activités humaines, c'est le dioxyde de carbone. On va y revenir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'empreinte carbone. Juste pour finir sur ce sujet, après tout, pourquoi est-ce que c'est si embêtant, cette histoire de gaz à effet de serre? Parce qu'on pourrait se dire quelques degrés de plus, très bien, pas de problème, on serait ravis qu'il fasse un peu plus doux en général. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème est un équilibre assez précaire et que si on perturbe cet équilibre-là, c'est pas juste un petit degré de plus tout le temps et tout le reste identique, comme vous l'avez certainement déjà observé, mais c'est un déséquilibre, notamment des systèmes de régulation de température tels que l'océan, principalement l'océan, et donc un effet d'emballement et de déséquilibre au jour le jour, et une amplification de tous les phénomènes
que ce soit les canicules l'été, mais aussi les vagues de froid l'hiver, que ce soit les inondations et les sécheresses. Tout est amplifié par le déséquilibre qu'on a créé, nous, sur l'environnement. Voilà, donc comment lutter contre ce déséquilibre? Eh bien, c'est en limitant les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux activités humaines. Alors, comment est-ce que l'activité humaine crée des gaz à effet de serre et du CO2? Eh bien, c'est assez intuitif. Vous savez, quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, que l'essence provient du pétrole, que le pétrole, il a mis des millions d'années à être fabriqué, que quand on met le pétrole dans la voiture, il se transforme tout à fait directement en dioxyde de carbone. La même chose pour une chaudière à gaz. Quand on a notre chaudière à la maison, voilà, elle transforme du gaz, elle forme directement du CO2. Donc, ça veut dire que toute activité humaine, que ce soit de cette façon directe ou alors d'une autre façon indirecte, par exemple, quand on achète un t-shirt ou une tomate ou n'importe quoi, il a fallu le fabriquer. En général, il a fallu faire pousser un végétal, que ce soit le coton, que ce soit la tomate. Pour ça, on utilise de l'engrais, on utilise des camions, des tracteurs pendant la production, puis ensuite pour transporter. Éventuellement, on utilise du stockage dans des frigos. Donc, à chaque fois, il faut de l'énergie, des engrais, des matières chimiques, et puis des carburants. Donc, tout ça produit des gaz à effet de serre. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc qu'on peut comparer, on connaît en fait très précisément le prix en carbone de chaque activité. Comme vous savez qu'un billet d'avion, ça vous coûte tant et qu'un billet de train, ça vous coûte tant, de la même façon, on peut comparer toutes les activités humaines en termes d'impact carbone et donc d'impact environnemental. Donc, notamment, pour le transport, par exemple, d'un passager sur 1 kilomètre, vous avez les chiffres qui sont indiqués donc, sur ce petit slide. Vous voyez qu'en train, en transportant 1 kilomètre, un passager sur 1 kilomètre, ça coûte 3 à 10 grammes d'émissions de carbone. En voiture, c'est 200, et en avion, ça dépend, mais ça peut aller jusqu'à 300. Donc, en fait, on peut traduire chaque activité en impact carbone comme un budget. Et à quoi ça sert? Ça sert essentiellement à prioriser et réduire. C'est la même chose que quand vous essayez de faire des économies dans votre budget, vous allez regarder où est-ce que vous dépensez le plus d'argent. Et puis, si une petite économie, même sur cette partie-là, sera significative. On peut passer au transparent suivant. Voilà, donc ça, c'est le bilan carbone moyen d'un Français. La surface de chaque carré est proportionnelle à l'impact des actions concernées. Donc, vous voyez qu'il y a les carrés rouges correspondent à nos transports, à nos déplacements, donc la voiture, l'avion ou les autres transports. La partie jaune correspond à notre alimentation, la partie grise à la façon dont on chauffe et on construit les bâtiments, etc., etc. Donc, la surface totale fait quasiment 10 tonnes. Ça, c'est la moyenne pour un Français. Si vous prenez l'avion plus d'une fois par an ou une fois par an, vous êtes au-delà de ça. Bien sûr, si vous n'avez pas de voiture et que vous ne prenez jamais l'avion, vous allez être en dessous. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée, comme c'est une moyenne. Si on fait le slide suivant, vous allez voir que pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, on peut cliquer pour avoir le slide suivant. Voilà. Tout devrait rentrer dans ce petit carré vert qu'on vous a mis au milieu, qui a, lui, une surface de 2 tonnes. En fait, il faudrait que chaque habitant de la Terre ne consomme que 2 tonnes d'émissions de carbone par an. Donc, pour un Français qui part de 10 en moyenne, ça fait quand même un sacré changement à prévoir. Et dans un sens, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur l'ensemble des dimensions différentes. On ne peut pas laisser un des carrés, vous voyez, qui sont tous trop grands. Donc, il va falloir travailler à la fois sur l'isolation des bâtiments. Ça, on n'y peut pas grand-chose toujours au quotidien. C'est des choses à faire en long terme, à prévoir et à améliorer. La consommation, le transport, évidemment, à passer à des voitures électriques, des voitures partagées, limiter l'avion ou carrément arrêter de prendre l'avion. Et puis, il y a notre alimentation, qui est, en fait, c'est une bonne nouvelle quelque part, mais qui est vraiment ce qui est le plus facile à changer. On n'a pas besoin qu'une ligne de bus ou une ligne de tramway soit mise en place, on n'a pas besoin qu'une subvention soit votée pour nous aider à changer notre chaudière. Non, l'alimentation, on peut chacun d'entre nous agir tous les jours, et en particulier, évidemment, si on est restaurateur. Slide suivant.
Voilà. Alors, pour ça, il faut évidemment savoir ce qu'est l'alimentation durable. Mais sachez, en tout cas, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une équipe d'une trentaine de chercheurs de plus de 15 pays qui a travaillé pendant plusieurs années pour définir ce que devra être l'alimentation durable, ce que devrait être dès maintenant, en fait, l'alimentation durable. Ce sont des données qui sont publiques, donc vous pouvez les retrouver. Donc, la commission Eat Lancet, ça s'appelle. Et ces scientifiques, ils ont défini l'alimentation durable comme étant celle qui va pouvoir nourrir 10 milliards de personnes tout en améliorant leur santé et sans épuiser les ressources de la planète. Donc, ça a un aspect doublement positif puisqu'à la fois, ça va nous permettre de résoudre le problème, enfin de contribuer à résoudre le problème environnemental. En même temps, c'est meilleur pour la santé aussi. Et puis, il y a un aspect qui est très important qu'eux n'ont pas encore abordé. Enfin, je viens de voir qu'un article est sorti là-dessus, mais qui est que le coût est inférieur à notre alimentation actuelle. Donc, c'est vraiment win-win-win, comme on dit en anglais. On peut passer au suivant. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est particulièrement important pour les restaurateurs d'être sensibilisés sur ce sujet ? Bien évidemment, la restauration, vous savez, est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà actuellement 2 milliards de repas qui sont pris au restaurant en France par an. Ce chiffre est en augmentation constante, ça c'est une très bonne nouvelle pour les restaurants, c'est que les personnes aiment de plus en plus se nourrir à l'extérieur du domicile. Si on rajoute la restauration collective, ça monte à 7 milliards de repas par an. La restauration n'a pas encore fait sa transition, d'abord parce que ces données sont assez récentes, les données sur l'alimentation durable, c'est quelque chose qui est développé assez récemment. Et d'autre part, il y reste encore une grande quantité de déchets par repas, selon le concept, donc entre 330 pour plutôt de la restauration rapide, jusqu'à 500 grammes de déchets par assiette, selon le concept. Donc, les restaurateurs ont un rôle essentiel à jouer, à la fois pour appliquer eux-mêmes les grands principes qu'on connaît de mieux en mieux sur la restauration durable, mais aussi pour entraîner leurs clients, parce que quand on a goûté quelque chose de délicieux dans un restaurant et qu'on sait que c'est éco-responsable, on est heureux déjà de le refaire à la maison, éventuellement de changer d'avis sur ce que c'est que l'alimentation durable, de se dire qu'en fait, ça peut tout à fait être aussi délicieux. Voilà, on va passer au suivant. Pourquoi se lancer et quels sont les bénéfices? Bon, ça, c'est toute la question. Et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver par rapport à cette démarche? Donc, c'est le sujet suivant. Je pense que c'est Élise qui va présenter le sujet suivant. Absolument. Du coup, si on peut passer à la slide suivante. La première réponse à cette question, elle est assez claire. C'est d'abord d'être en accord avec la réglementation actuelle et puis d'anticiper la réglementation à venir. Comme Philippe l'a dit en introduction, le contexte climatique, il est de plus en plus préoccupant et donc la réglementation, elle va forcément se tendre sur ces sujets. Et donc, il est beaucoup plus facile d'anticiper la réglementation plutôt que de la subir. Alors, on vous fait un petit tour d'horizon des différentes obligations et limitations pour les restaurateurs que vous probablement connaissez en partie déjà. Donc, pour ce qui est du tri et du recyclage, donc depuis 2016, il y a l'obligation du tri 5 flux. Donc, ces 5 flux doivent être triés séparément. Par ailleurs, il y a la revalorisation obligatoire des biodéchets, c'est-à-dire l'ensemble des déchets alimentaires, que ce soit donc les restes alimentaires, mais aussi les huiles. Alors, pour l'instant, il y a encore des volumes, des seuils minimums. Pour ce qui est des biodéchets, on est sur des seuils qui doivent être supérieurs à 10 tonnes, ce qui représente à peu près les volumes générés par un restaurant qui fait plus de 190 couverts par jour. Donc, c'est plutôt des seuils élevés pour l'instant. Et pour les huiles, le volume minimum, c'est 60 litres par an. Néanmoins, comme on disait, la réglementation avance et à partir du 1er janvier 2024, il n'y aura plus de seuil et donc tous les professionnels devront revaloriser les biodéchets. Ça va créer des problématiques, à la fois pour les trier correctement et ensuite pour trouver les bons prestataires pour les revaloriser. Et donc, bien évidemment, il faut y réfléchir dès maintenant pour être prêt et en ordre de bataille le 1er janvier 2024.
Pour ce qui est du plastique à usage unique, c'est un enjeu national. Hein. L'objectif au niveau national, c'est d'arriver vers une fin progressive de tous les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Et donc, il y a des interdictions pour les restaurateurs. Alors, la première, elle date de 2021. C'est l'interdiction des pailles en plastique, couverts jetables, touillettes et boîtes en polystyrène. Donc, c'est les boîtes qui sont utilisées dans les concepts de restauration rapide. Et puis, alors ça, j'imagine que vous l'avez déjà en tête, hein, mais à partir du 1er janvier 2023, c'est-à-dire demain, dans 2 mois et demi, il y a également l'interdiction de la vaisselle jetable sur place. C'est-à-dire tout ce qui est vaisselle jetable ne plus être utilisé et on doit utiliser à la place donc de la vaisselle en dur. Ça peut être du verre trempé, de l'inox, de la porcelaine, mais en tout cas, on doit donc investir dans des contenants durs. Alors là encore, hein, ça va demander de changer son fonctionnement, ça va demander de faire des investissements et donc il faut y réfléchir au plus vite. Dernier aspect de réglementation, c'est tout ce qui est en lien avec le gaspillage alimentaire, un vrai sujet au niveau national. Hein. Et donc, pour les restaurateurs, il y a une obligation de mettre à disposition de leurs clients des gourmet bags. Donc ça, c'est vrai depuis juillet 2021. Et donc, vous devez proposer des contenants pour que les clients qui le souhaitent puissent apporter leur reste à la maison. La deuxième raison, c'est aussi pour répondre à la demande des clients. La demande pour des concepts éco-responsables, elle est forte. Hein. D'abord parce que les Français, ils ont compris ces enjeux du développement durable et ils veulent agir. Il y a 60% des Français qui pensent qu'il est urgent d'agir pour l'avenir de la planète. Les Français ont bien identifié que justement l'alimentation, c'était un levier d'action puissant. Il y a 76% des Français qui considèrent que de manger éco-responsable est un moyen concret de s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Et ça, très concrètement, ça se traduit par des attentes fortes lorsque les consommateurs vont au restaurant. Si on cite le dernier baromètre, qui est un baromètre qui a été mené par Max Havelaar et Opinionway, qui date de novembre 2021, le baromètre était sans appel. Il y avait 81% des Français qui attendaient une offre éco-responsable au restaurant. Donc, ça montre vraiment qu'il y a vraiment un appétit fort de tous les consommateurs pour de l'éco-responsabilité. Dernière raison, c'est bien évidemment en lien avec le contexte actuel. Hein. Philippe en a parlé également en introduction. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est inédit, qui touche lourdement la profession et les restaurateurs. On a d'un côté une envolée des coûts des matières premières, une inflation très forte, de l'ordre de 10%, une hausse du coût des gaz et du coût du gaz et de l'électricité dans le cadre de la crise énergétique. Donc ça, des fortes envolées de tous les coûts des matières premières. Et puis de l'autre côté, on a des difficultés de recrutement qui touchent la profession depuis la crise Covid. Et justement, l'éco-responsabilité, c'est justement une réponse extrêmement efficace pour répondre à ces défis. D'abord parce que c'est un levier d'économie et de marge. Contrairement aux idées reçues, l'éco-responsabilité, ça ne coûte pas plus cher. On va vous donner les chiffres par levier en vous montrant exactement quels sont les bénéfices économiques pour chacun des leviers d'action. Néanmoins, pour vous donner un premier chiffre, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement, a fait des études qui montrent qu'en mettant en place des éco-gestes dans ces restaurants, on fait à minima des économies de l'ordre de 10%, ce qui est très significatif. Par ailleurs, l'éco-responsabilité, c'est un moyen de créer une marque employeur très forte et donc d'être capable à la fois de recruter puis ensuite de fidéliser ses équipes. Les employés, notamment les jeunes, maintenant veulent mettre du sens dans leur travail. Et si vous les impliquez dans un projet éco-responsable, vous leur donnerez envie de s'impliquer, vous les motiverez au quotidien. Et donc, ça permettra de les garder, de les retenir dans votre projet d'entreprise. Alors, quels sont les piliers d'une démarche éco-responsable ? Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi qui est fondamental. Alors, c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que disait Élise là tout de suite, alors c'est vrai que les restaurateurs sont un peu plus frileux. On va dire que les hôteliers sont très bien mis, notamment par rapport au personnel. On parlait par rapport au personnel, les bienfaits que ça peut avoir, en tout cas l'implication du personnel dans la démarche éco-responsable. On le voit aujourd'hui dans l'hôtellerie beaucoup sur
Quand on refait les chambres et autres, est-ce qu'on change tous les jours les serviettes de bain et autres? C'est vrai que c'est dans l'organisation, ça peut être simplifié aussi dans l'organisation au quotidien du personnel. Et pour la restauration, c'est tout à fait applicable aussi dans la mise en place au quotidien de gestes tout simples. Voilà, alors de trier effectivement les déchets, ça peut être contraignant au départ, mais une fois que c'est fait, une fois que l'habitude est prise, je pense qu'il y a une réelle implication du personnel, en tous les cas, pour l'avoir vu dans certaines cuisines. Il y a une réelle implication du personnel et une sensibilisation. Donc, on a des automatismes après qui se créent et forcément des retombées qui sont après un peu naturelles. On commence à voir ça dans les cuisines un petit peu. Donc voilà, je laisse la parole à Élise ou Eva, je ne sais pas qui reprend la parole derrière. Alors, c'est moi. Donc, du coup, effectivement, nous, au démarrage de FIG, on a vraiment essayé de comprendre d'un point de vue quantitatif où étaient les impacts dans un restaurant pour être capable d'aider les restaurateurs à hiérarchiser leurs actions et à les emmener sur les leviers d'impact. Et c'est ce qu'on vous présente ici. On vous présente le bilan carbone d'un restaurant un peu classique. Et qu'est-ce qu'on voit quand on voit un bilan de ce restaurant? On voit que les ingrédients, c'est la majorité de l'impact. C'est entre 50 à 80% du bilan carbone d'un restaurant. C'est donc le principal levier pour réduire le bilan carbone d'un restaurant. Le deuxième levier, sans surprise, c'est l'énergie. Entre 20 et 40%. Dans cet exemple précis, c'était 32%. Alors là, ça dépend un petit peu du type de restaurant. Est-ce que le restaurant est chauffé au gaz, à l'électrique? Mais globalement, ça reste dans tous les cas un très gros levier d'impact. Dernier levier, les déchets. 5 à 10% du bilan carbone d'un restaurant moyen. Alors, ça peut paraître je dirais un levier secondaire quand on compare aux deux premiers. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet de déchets, au-delà des problématiques carbone, ça implique énormément de problématiques environnementales autour notamment du gaspillage alimentaire et de toute cette nourriture qui part à la poubelle, un tiers de la nourriture qui part à la poubelle au niveau mondial, au niveau de la pollution plastique. Et donc, il est clair qu'il faut mettre en place des actions pour lutter contre les déchets. Juste pour rebondir un petit peu sur le sujet, c'est vrai qu'on voit notamment dans pas mal de restaurants aujourd'hui, notamment pour les ingrédients et les déchets. Donc on voit justement les épluchures qui sont réutilisées pour faire des infusions, pour faire des décoctions, pour faire tout un tas de choses qui sont intéressantes pour les restaurants. Donc ça permet de valoriser un petit peu de ces déchets et justement de valoriser de façon même pécuniaire, parce que ça peut être vendu après sous forme de jus, sous forme de sauce ou sous forme de décoction. Il y a des choses qui sont faites dans les restaurants. Ça permet aussi aux chefs de réfléchir un petit peu différemment. Comment réutiliser un petit peu tous ces déchets. Aujourd'hui, les épluchures, souvent on les met à la poubelle, point barre. Tous ces épluchures, parfois on peut en faire quelque chose, on peut en faire une vraie valorisation, on peut en tout cas peut-être trouver justement des ingrédients intéressants. Donc ça, c'est un vrai travail avec les chefs à avoir pour tout ce qui est la valorisation de toutes ces épluchures, tous ces déchets qu'on peut avoir dans les restaurants. Revenir à des jus, revenir à des fumets, revenir à des sauces un petit peu qu'on peut faire simplement avec ces déchets, des choses très intéressantes. Alors, ce petit schéma n'est pas forcément complètement intuitif, mais pour vous expliquer, lorsque Élise disait tout à l'heure, l'impact empreinte carbone d'un restaurant se situe essentiellement dans l'assiette, eh bien, c'est parce que entre deux ingrédients différents, il y a un impact carbone qui est très différent. Donc, sur ce petit schéma, la taille du petit bâton vert représente la quantité de carbone qui est émise pour fabriquer 1 kg de l'ingrédient. Donc, vous voyez à droite, tous les fruits et légumes qui sont cités vont avoir une très petite barre. Par exemple, pour produire 1 kg de carottes, 1 kg de poivrons, 1 kg de pommes de terre, il faut beaucoup moins, on a beaucoup moins que 1 kg de CO2 qui est émis. Même chose pour tout ce qui est sur la droite. Vous voyez qu'à partir du moment où on va sur le poisson, la volaille, le porc,
eh bien, on a une augmentation. Il va falloir 4 kilos de CO2 émis pour 1 kilo de poisson. Ça monte à 7 pour le porc. Ah, on a perdu nos slides, c'est embêtant. Enfin, en tout cas, pour que vous puissiez comprendre, le temps que Charline se reconnecte, l'impact, la viande a clairement un impact carbone bien supérieur à tous les autres ingrédients. Il y a une raison à ça qui est très simple à comprendre, qui est que, bien entendu, pour fabriquer 1 kilo de viande, eh bien, il faut nourrir l'animal. Donc, il faut avoir planté et produit un certain nombre de kilos de céréales pour nourrir le poulet, le porc ou le bœuf qu'ensuite on mange. Donc, il faut, dans le bilan du porc, et bien entendu compris le bilan carbone aussi de tout ce qu'il a fallu lui faire pousser pour le lui donner à manger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la digestion des animaux. Les animaux ruminants comme le bœuf, le veau et l'agneau, vous voyez que l'impact carbone est extrêmement élevé. Vous voyez que le bâton est très, très haut. Il faut 26 kg de CO2 émis pour fabriquer 1 seul kilo de bœuf. La raison, c'est que ces ruminants émettent du méthane pendant leur digestion. Donc, ils se nourrissent un petit peu d'herbe, ça c'est bien, mais ils se nourrissent quand même beaucoup de céréales. Donc, on a quand même ce problème de la façon dont ils se nourrissent. Il a fallu d'abord planter des céréales, mais en plus, il faut compter le fait que ces animaux, pendant la durée de leur vie, émettent du méthane à chaque repas pour eux, enfin à chaque fois qu'ils ingèrent quelque chose. Concernant le porc ou la volaille, il n'y a pas d'émission de méthane, mais il y a bien entendu du fumier et du lisier qui sont créés, qui vont avoir d'autres impacts sur l'environnement, similaires à celui du méthane. Donc un petit peu moins élevé, mais néanmoins à prendre en compte dans le bilan carbone de ces aliments-là. Donc, très logique, hein, si on additionne 2 plus 2, on se dit tout simplement, pour diminuer l'empreinte carbone de notre assiette, eh bien, il faut mettre plus des aliments à droite dans notre assiette, hein, les aliments qui ont peu d'impact carbone, et moins des aliments à effet très fort sur l'environnement. Alors, ça a le bénéfice de réduire à peu près de moitié l'impact carbone de notre assiette, mais ça a aussi un bénéfice économique parce que, bien sûr, la viande coûte très cher. Elle coûte d'autant plus cher qu'il faut nourrir ces animaux avec des végétaux. Donc, toutes les augmentations de prix des végétaux sont ensuite répercutées sur la viande, doublement. Donc, voilà, je crois qu'il faut 13 kilos de céréales pour faire 1 kilo de bœuf et 7 1 kilo de porc. Donc, évidemment, les augmentations de prix sur ces viandes sont bien plus élevées que sur le végétal. Voilà. Alors, vous allez me dire, mon concept n'est pas un concept végétarien. On n'a pas envie de supprimer la viande et on comprend bien entendu ce point-là. Et notre recommandation à nous n'est pas de supprimer la viande, franchement. Le sujet est bien plus subtil que ça. Pour faire évoluer l'assiette à la fois vers moins d'émissions carbone, mais aussi vers un coût moins élevé, il y a un équilibrage qu'on peut faire entre les différents types de viande. Il y a une question sur la fréquence des viandes au menu, c'est-à-dire qu'on peut avoir du bœuf. Par exemple, si vous en avez tous les jours pour l'instant, vous pouvez passer à 1 fois par semaine. Si vous en avez 1 fois par semaine, vous pouvez passer à 1 fois par mois. On peut diminuer la fréquence. Et puis, il y a une question aussi de taille de portion. De plus en plus, on se rend compte que la viande n'est pas bonne pour la santé, notamment la viande rouge, et qu'on en consomme beaucoup trop pour notre santé dans les pays occidentaux. Donc, réduire les portions au moyen de découpe ou de changement de nature de plat, eh bien, c'est un excellent moyen à la fois de diminuer fortement l'impact carbone de nos aliments, mais aussi de diminuer leur impact économique. On peut passer à la slide suivante. Voilà, le deuxième aspect... Je me permets une toute petite interruption parce que je vois l'heure qui avance. Je me permets en tant que maître du temps de vous dire que l'heure avance. Je connais la suite. En fait, je sais aussi à quel point c'est important que la fin mais la suite est bâclée. Donc, la suite est plus rapide. Pour vous remettre un petit timing en tête. La suite est plus rapide.
Donc, sur la partie saison, qui est le deuxième point, évidemment, respecter les saisons, c'est un point absolument essentiel. Là encore, à la fois pour notre portefeuille et pour l'impact environnemental, un produit de saison génère beaucoup moins d'émissions carbone, utilise moins d'énergie, utilise beaucoup moins d'eau qu'un produit hors saison. Et après, il y a évidemment l'impact nutrition et goût, parce que vous connaissez comme moi le goût qu'a la tomate en ce moment. Alors, c'est très compliqué, bien sûr, parce que tout est produit en France. Mais voilà, on peut trouver n'importe quoi, mais en choisissant ce qui est de saison, on va avoir un impact à la fois environnemental et économique notable. On peut passer à la suivante. Voilà, le troisième enjeu essentiel, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire représente entre 140 grammes en restauration rapide et ça va jusqu'à pratiquement 300 grammes sur des concepts plus traditionnels et plus gastronomiques. Et bien sûr, les déchets comptent double parce que d'abord, on les a produits et puis ensuite, il faut les détruire. Et puis, vous savez comme moi que, évidemment, chaque ingrédient qui est jeté, c'est comme si on jetait des euros. Il y a une valeur économique qui est très forte. On peut passer à la suivante. Alors, quatrième levier d'action, c'est bien évidemment d'aller vers des approvisionnements de qualité ancrés dans le territoire. Pour l'instant, les 3 leviers d'action dont on vous a parlé, c'est uniquement donc que ça soit une végétalisation progressive des assiettes et un rééquilibrage des protéines animales végétales. Deuxième levier, le respect des saisons. Troisième levier, le gaspillage alimentaire. C'est des leviers qui permettent de faire des économies. On a vu des économies au niveau du panier moyen de l'ordre de 20%. L'idée, c'est ensuite de réinjecter ces économies pour financer des montées en gamme vers des approvisionnements qui soient plus qualitatifs. Avec, je dirais, le triptyque gagnant, c'est d'aller vers des approvisionnements qui sont labellisés, locaux et en circuit court. Si vous allez sur ces approvisionnements-là, vous avez des bénéfices qui sont complémentaires de ceux dont on a parlé avant, qui sont plutôt autour d'une alimentation bas carbone. Donc, à la fois des avantages santé, notamment autour des aliments bio, des avantages environnementaux avec moins de pollution et une biodiversité préservée sur, là encore, une alimentation bio. Et également des avantages socio-économiques forts autour des circuits courts et du local qui permettent de faire moins d'intermédiaires entre le mangeur, le producteur et le mangeur, et donc de vraiment dynamiser le territoire d'un point de vue économique, et dynamiser le territoire. Là encore, le quatrième levier dont on vous parle, si on peut revenir à la slide d'avant, c'est là encore un levier qui a un bénéfice économique direct, plutôt en termes pour générer des leviers de croissance de chiffre d'affaires, puisque c'est un levier d'attractivité fort. En vous positionnant comme acteur du bien manger, vous répondez clairement à la demande des consommateurs qui cherchent de plus en plus des produits labellisés. Je crois que la statistique, c'est 8 Français sur 10 cherchent des produits bio hors domicile, mais également qui cherchent des expériences au restaurant qui soient plus en lien avec le territoire, le terroir. Donc, vous vous positionnez et vous répondez à ces attentes fortes. 5e levier d'action, qui là dépasse l'assiette, qui est autour de la maîtrise des ressources naturelles. On a vu dans le camembert carbone, on avait d'un côté tout ce qui était lié avec les ingrédients, entre 50 et 80% du bilan carbone. Le reste de l'impact, c'est bien évidemment tout ce qui est ressources naturelles. Un restaurant, c'est un lieu qui est extrêmement consommateur de ressources, à la fois au niveau de l'énergie, 4 kWh qui sont générés en moyenne dans un restaurant par couvert. En termes d'eau, 45 litres d'eau en moyenne par couvert également. Et puis en aval, en termes de déchets, c'est 9 tonnes de déchets qui sont générés annuellement dans un restaurant. Donc, c'est des volumes qui sont considérables. Et bien évidemment, en mettant en place des éco-gestes autour de cette maîtrise de la ressource naturelle, vous pouvez réduire l'impact carbone de votre restaurant. Alors, d'un point de vue économique, on est encore sur quelque chose qui est très vertueux. Les économies, c'est de l'ordre de 10% en mettant en place les premiers éco-gestes. Et on peut aller jusqu'à 34% sur l'eau, 31% sur l'électricité, 47% sur le gaz et 82% sur la production de déchets en mettant en place des démarches beaucoup plus construites. Alors, juste pour vous expliquer, ces chiffres, c'est des chiffres qui sont tout à fait sérieux. Ça vient d'une étude qui a été menée par l'ADEME
en 2019 auprès d'une vingtaine de restaurants bretons, qui a calculé concrètement l'impact des différentes actions et qui a donc mesuré d'un point de vue économique ce que généraient ces leviers d'éco-responsabilité. Voilà, et ce sont donc des chiffres qui s'appliquent aux restaurants. Alors, les piliers d'une démarche éco-responsable, juste un petit récap en 1 seconde. On vous l'a donc bien dit. D'abord, l'assiette avec le végétal au cœur, respecter les saisons, ce qui nous permet de faire des économies qu'on peut ensuite réinvestir ou non, mais dans des produits locaux et bio qui ont l'avantage de nous mettre en valeur et de permettre de monter en gamme et de répondre à la demande des consommateurs. Ensuite, une lutte efficace contre le gaspillage alimentaire, une gestion rigoureuse des déchets. Et puis enfin, l'aspect consommation responsable de l'énergie et de l'eau. Voilà, on a terminé sur la première partie. Alors, par où commencer? C'est ça le gros sujet. Comment fait-on? On enchaîne. Voilà, alors bien entendu, commencer par des actions qui vont maximiser et les économies et l'impact. Donc, on vous l'a un petit peu déjà dit, mais chaque action, en fait, peut se mesurer à la fois sur un plan carbone, donc un intérêt pour l'environnement, mais aussi sur un plan économique pour le restaurant. Alors, la végétalisation progressive de la carte, nous, on vous conseille, bien entendu, de fonctionner en mode test, d'essayer une petite chose, voir si ça fonctionne auprès de vos clients, éventuellement la pérenniser, modifier, etc. Juste un tout petit, on va passer rapidement, mais un tout petit conseil, c'est très différent selon qu'on appelle ça plat végétarien ou alors qu'on lui donne un joli nom bien réfléchi. Ça dépend aussi si on va le mettre en suggestion du chef ou bien en haut du menu ou bien si on le planque à la fin. Il va y avoir vraiment, on va pouvoir jouer vraiment sur ce que les clients perçoivent en fait du plat. Quand on végétalise sa carte, il y a vraiment de nombreux leviers à activer. Il y a de nombreuses études qui ont été sorties sur ces sujets-là. C'est tout un domaine d'études et donc on a plein de petits trucs qu'on serait ravis de partager avec vous. Mieux respecter les saisons, c'est vraiment à la nature de dicter le menu. Voilà, c'est pas l'inverse. Et pour aller plus loin, les fournisseurs engagés, alors ça paraît parfois compliqué, surtout en région parisienne, mais il existe la coopérative bio d'Île-de-France. Il existe toujours des coopératives ou des grossistes qui ont quand même des forts niveaux d'engagement. Voilà, nous, on ne reçoit aucune subvention d'aucun fournisseur, on est absolument neutre. Donc, on peut aussi recommander, on connaît pas mal de fournisseurs qu'on recommande parce qu'ils sont de vraie qualité. Sur le sujet gaspillage alimentaire et déchets, le déchet, il faut d'abord l'identifier pour être capable de lutter contre. Et donc, le premier travail, ce n'est pas toujours amusant à faire, mais c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a concrètement dans les poubelles, identifier les gisements à la fois de gaspillage alimentaire et d'autres déchets. Ensuite, mettre en place des actions de fond sur le nombre de plats à la carte, sur la taille de portion, en fonction de ce que vous avez vraiment pu identifier au quotidien. Et puis, pour aller plus loin, un travail élargi sur les déchets d'emballage, de vente à emporter, notamment les boucles retour avec vos fournisseurs. Plus vous travaillez avec des fournisseurs locaux ou des fournisseurs coopératifs, plus c'est facile d'ailleurs. Mais même avec des fournisseurs classiques de Rungis, il y a des propositions qui existent et qui sont très, très malines pour éviter d'avoir 150 cartons tous les lundis matins à gérer dans votre restaurant. Voilà. Si on passe à la suite. Sur l'aspect ressources naturelles, là encore, notre conseil, c'est de commencer par un bilan de la consommation. L'idée, c'est de prendre le moment. Alors, les restaurateurs ne le font pas toujours, mais vraiment de prendre un moment pour vraiment analyser votre consommation énergétique et votre consommation d'eau, faire des calculs en termes de kilowattheure par couvert, litres d'eau par couvert, vous comparer à différents benchmarks pour savoir où vous commencez et où vous vous situez. Et puis ensuite, prendre vraiment l'habitude de suivre ces indicateurs dans le temps pour pouvoir identifier très rapidement lorsqu'il y a une surconsommation, par exemple lorsqu'il y a une fuite d'eau, vous pouvez vraiment très rapidement l'identifier et donc agir. Ensuite, il y a l'idée, c'est de retravailler en équipe tous les éco-gestes pour s'assurer de vraiment on optimise au maximum sa consommation énergétique. Alors, on n'a pas du tout le temps là de redétailler tous les éco-gestes, mais l'idée, c'est de travailler sur les gros postes, donc tout ce qui est cuisson, réfrigération, chauffage,
et éclairage, et donc remettre en place ces actions. Et puis, bien évidemment, de faire tous les petits investissements qui ont des retours sur investissement directs. Donc, vérifier que vous êtes équipé en bouchon mousseur partout, sur tous les robinets, progressivement passer sur du LED, mettre en place des détecteurs de présence, etc., qui vraiment ont des retours sur investissement directs. Pour aller plus loin, bien sûr, après, il y a des investissements plus lourds qui peuvent être mis en place. Les retours sur investissement sont plus longs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille plutôt dans un deuxième temps. Voilà, là, on vous a vraiment cité les premières leviers d'action qui, à notre avis, qui sont les leviers d'action qui vraiment maximisent à la fois économie et impact. Bien sûr, il y a énormément d'autres actions sur lesquelles vous pouvez travailler, que ça soit autour des achats responsables au-delà de l'alimentaire, des produits d'entretien, des mobilités durables, du numérique responsable. Voilà, c'est en fonction de vos envies. Et puis, nous, on ne détaille pas aujourd'hui, mais c'est des choses dont on parle largement dans le cadre de formation. Slide d'après, si possible. Voilà. Alors, pour finir, en termes de méthodologie, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer par faire vraiment un état des lieux de ce qui est déjà en place. Ce qu'on observe, nous, très souvent, en discutant avec les restaurateurs, c'est qu'ils nous disent « Ah ben non, moi, j'ai rien mis en place ». En fait, dès qu'on commence à creuser, en réalité, il y a plein de petites actions qui sont déjà mises en place autour du gaspillage alimentaire, autour de bons produits, etc. Et donc, c'est important de prendre ce moment pour bien identifier tout ce qui est déjà en place et capitaliser au maximum sur vos forces. Prendre un moment aussi pour comprendre quelles sont vos envies, quelles sont les motivations de l'équipe et lancer votre démarche autour de tout ça. Bien évidemment, c'est également le moment pour vous former. On est capable d'être efficace dans une démarche quand on comprend bien les enjeux sous-jacents et on connaît toutes les différentes façons d'y arriver. Deuxième étape, c'est ensuite de définir son plan d'action, mettre en place des actions avec un planning d'action, une priorisation des actions et des échéances qui soient réalisables. L'idée, c'est pas de tout programmer un mois après avoir commencé pour se démotiver, etc., mais bien d'aller étape par étape et d'avancer sereinement. Ensuite, dernier élément extrêmement important, c'est d'embarquer l'équipe le plus rapidement possible sur le projet. C'est hyper important. Donc, l'idée, c'est de définir des rôles et responsabilités de chacun autour du plan d'action éco-responsable que vous avez travaillé. Et puis ensuite, d'animer au maximum au quotidien les équipes sur ces enjeux-là. Alors, ça peut passer par exemple, faire un petit point RSE une fois par mois sur un sujet, comme par exemple les éco-gestes autour de la cuisson ou rappeler les règles de tri. Mais voilà, c'est un petit moment qui permet de rebalayer un sujet avec toute l'équipe. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre en place des challenges autour du gaspillage alimentaire qui permet vraiment d'animer les équipes. Et puis, d'un point de vue RH, c'est tout à fait gagnant parce que là, vous donnez du sens au travail des gens au quotidien et donc, vous les motivez au maximum. On va s'arrêter là parce que voilà, on est au bout de notre temps et là, on a déjà dit tout ce qui est les clés du succès, vous les avez bien comprises. Hein, c'est la compréhension des enjeux, c'est l'engagement de la direction, c'est l'implication des équipes. La communication, ça permet de s'adresser aux clients et donc de multiplier votre impact. Ce qu'on veut simplement dire en dernier, c'est que voilà, se lancer, c'est l'important. Chaque action compte, même celles qui ont l'air d'être petites, et bien de penser que chaque action n'a pas nécessairement un coût, mais elle peut avoir un bénéfice, notamment à la fois pour l'environnement et pour votre portefeuille. Voilà, merci. Alors, comment aller plus loin pour se former, on va dire, hein. Donc là, bon, Élise a déjà bien avancé en fait sur le sujet. Donc nous, on a monté un programme effectivement, sur 7 heures pour le moment, pour effectivement arriver à mettre en place ça. Vraiment le point très important, c'est un peu comme l'hygiène, hein, les co-responsabilités. C'est-à-dire que si moi, chef de cuisine, je fais tout seul dans mon coin de l'hygiène, ça marchera pas. Par contre, si j'implique toutes mes équipes et que j'ai toute mon équipe avec moi pour mettre tout ça en place, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment une histoire d'équipe, que ce soit salle ou cuisine d'ailleurs, hein, parce que les deux sont importants. C'est vraiment d'engager l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des équipes dans cette démarche. Après, voilà, l'aide, elle est sur mettre les points, mettre des points importants, c'est-à-dire mettre l'accent sur des points vraiment qu'on peut remarquer quand on est un peu un regard extérieur dans un restaurant. Souvent, on va voir que l'eau coule parce que on est en train de rincer les Saint-Jacques ou on est en train de rincer les bulots et que l'eau coule toute la matinée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut remarquer tout de suite. Voilà, ça c'est des petits détails qu'on peut des fois passer à côté parce que
on fait ça machinalement. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va vous aider par rapport à cette formation, en tout cas cette aide à la formation. Et puis l'accompagnement après, les propositions, les plans d'action à mettre en place dans l'établissement pour les différentes formules. Je vais laisser la parole à Charline après derrière, parce que effectivement, il y a en plus la possibilité. On pourrait en parler en effet des heures, je crois. Vous avez compris, un sujet passionnant, des personnes passionnées. Juste pour conclure sur cette partie formation et l'avantage que l'As Forest peut vous proposer, c'est notamment pour les établissements qui peuvent bénéficier de prise en charge auprès de leur OPCO. L'As Forest est lauréat du marché public sur les actions collectives de branche, et parmi une quarantaine de thèmes, il y a notamment le thème sur la démarche éco-responsable dans son établissement. Donc c'est une formation celle que vient de vous présenter Philippe, pour un premier pas avec Eva et Élise, ce serait pour votre établissement, ce serait en effet une formation qui serait 100% prise en charge pour les établissements de moins de 50 salariés. Évidemment, on reste disponible pour échanger, parce que chaque établissement sera évidemment spécifique. Là, on a parlé évidemment de restaurants, mais on l'a vu, en fonction de chaque concept, en fonction de chaque carte, tout est à individualiser, et c'est tout l'avantage. Ces formations peuvent se réaliser en inter-entreprise, c'est-à-dire avec d'autres établissements, afin de croiser justement ces références, ces réflexions, mais également en intra-entreprise, pour être sur quelque chose de plus sur mesure, et aussi peut-être plus facilement engager justement les équipes, motiver aussi les équipes, et y aller directement dans le concret. C'est un peu ce qu'on cherche, évidemment. Là, vous l'avez vu sur les premières pistes d'action. On veut du concret sur ce sujet. C'est une formation pratico-pratique, voilà. C'est une formation pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est vraiment des plans d'action qui sont directs, en fait, avec les équipes. Absolument. Et donc, petite phase de questions-réponses. J'ai eu une question. Auriez-vous des conseils pour aider les restaurateurs à mettre en avant leur préparation végétalisée, entre guillemets, sur leur carte ? Justement, on parlait peut-être en fonction de où est-ce qu'on la mettait, comment on la mettait en avant, comment on la labellisait un petit peu sur son menu. Oui, alors c'est un sujet extrêmement intéressant. Il nous faudrait plus que 10 minutes pour le finir. Bien sûr. Mais en tout cas, sachez que de nombreuses études ont été publiées, et que nous, on les a disséquées pour vraiment en sortir les sujets les plus intéressants. Oui, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut que ce qu'on appelle végétal, ça ne soit pas que le plat d'avance sans la viande, sinon c'est pas possible. Il faut vraiment construire une assiette végétale avec des céréales, avec des légumineuses, pour donner la satiété, pour donner la qualité. Voilà, c'est comme ça que le client va goûter, va trouver ça délicieux et va apprécier. Il se rendra même pas compte qu'il n'a pas mangé de viande, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Il y a des concepts qui permettent éventuellement, au lieu d'avoir un plat avec la viande, eh bien de proposer le plat par défaut sans viande, et puis ensuite on peut rajouter de la viande si on le souhaite. Ça permet d'attirer l'attention du client sur le fait que c'est pas nécessaire, obligatoire. Et puis ensuite on peut proposer une même base végétale dans laquelle on puisse choisir de mettre un œuf, du poulet, de la viande, voilà. Donc ça peut être aussi une solution pour mettre un petit peu le végétal en valeur. Et bien évidemment, après, la place sur la carte, le titre. Juste pour vous donner un petit exemple, il y a une chaîne américaine qui avait appelé sa soupe végétale ou soupe de haricots, je sais plus, soupe de haricots noirs. Et puis quand ils ont appelé ça la soupe cubaine, ils ont fait plus 15% sur les ventes juste en ayant changé le nom. Donc vraiment, c'est assez intéressant quand même de réfléchir à ces aspects-là. Voilà. Mais en tout cas, les choses changent. Vous savez peut-être que les jeunes sont de plus en plus enclins à diminuer vraiment drastiquement la quantité de viande qu'ils consomment. Clairement. Alors, j'ai une question. Alors, formation sur toute la France, absolument.
Ces formations sont disponibles sur... on peut venir dans votre établissement. Il y a aussi la possibilité de le faire en visioconférence, moins sur les premiers temps, avant d'en arriver à d'autres temps plus en cuisine ou en tout cas en réflexion sur la partie réflexion. Mais en effet, on peut faire ça sur l'ensemble de la France. Je vois une autre question. Au niveau de l'impact carbone, est-il préférable d'utiliser des cartes physiques ou virtuelles? Alors là, je ne comprends pas la question, moi. Des cartes. Je pense les menus. Des menus. Au niveau des menus, vous savez, on flash maintenant les menus. Ah oui, alors ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Parce qu'on sait que le numérique a en fait un certain impact. C'est vrai que d'imprimer des cartes, notamment si elles changent tous les jours et qu'on réimprime tous les jours, ça va avoir pas mal d'impact. J'ai envie de vous dire, la méthode la plus éco-responsable, c'est la bonne vieille ardoise, sans doute. Mais par rapport au bilan carbone global du restaurant, c'est vraiment tout petit. Donc, il vaut mieux s'occuper des autres sujets en premier et puis se garder celui-là pour quand les scientifiques auront répondu à ces questions de façon plus détaillée. Ça, on l'a vu, hein, l'assiette. Et encore l'assiette, je vois une question qui est en train d'être écrite. Vous garder encore un petit peu. Évidemment, vous retrouverez ce webinaire, on vous le renvoie par le replay à la fin. Hein, donc, vous aurez toutes les informations. Vous pourrez nous réécouter Philippe, Eva et Élise tant que vous le voulez. Puis, il y aura tous nos contacts. Je vois qu'il y avait eu une question sur l'eau. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé carbone parce que c'est la donnée la plus largement disponible et parce que généralement, quand l'impact carbone est élevé, l'impact eau est élevé aussi. Et on n'a pas précisé, mais en fait, bien sûr, il y a ensuite d'autres impacts et notamment des impacts sur l'eau qui sont tout à fait proportionnels aux impacts carbone ou parfois pire. Et c'était une remarque très juste. Oui. Voilà, question arrive. Avez-vous des infos sur les normes d'hygiène liées au Covid? Certains restaurateurs mettent en avant qu'ils ne peuvent pas utiliser des produits d'entretien bio ou sèche-mains réutilisables en toilette, car c'est pas Covid-friendly, c'est le Covid. Alors, oui, Philippe. Pour les produits d'entretien bio, en tous les cas, il n'y a pas de contrainte, hein, que ce soit le Covid ou pas Covid. Hein. La seule contrainte des produits d'entretien bio, c'est des temps de contact qui sont beaucoup plus importants que les produits classiques. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites votre nettoyage de toilette avec ces produits, il va falloir attendre que le produit agisse plus longtemps qu'un produit classique. Mais en tous les cas de figure, il sera quand même beaucoup moins nocif pour l'environnement, ça c'est sûr. Donc, non, les produits bio ne sont pas interdits. Après, les sèche-mains, c'est encore autre chose. Parce que les sèche-mains, souvent, ce sont des choses qui diffusent effectivement de la chaleur et qui diffusent aussi pas mal de courants d'air, notamment dans les toilettes et notamment pour le personnel, notamment pour l'hygiène. Et là, effectivement, c'est pas très hygiénique, en fait, entre guillemets, parce que vous allez diffuser un certain nombre de bactéries dans l'atmosphère, quoi. Mais ce sont des petites interdictions. Mais en tous les cas, pour les produits bio, il n'y a pas d'interdiction en hygiène, en restauration, en tout cas. Et puis, peut-être pour compléter, alors effectivement, c'est un sujet, des produits d'entretien. Probablement, il y a quand même pas mal d'autres leviers sur tout ce qui est autour des déchets sur lesquels vous pouvez travailler. Et si ce sujet-là est un peu contraint, il y a pas mal d'autres sujets sur lesquels on peut avancer pour réduire ces déchets et peut-être attendre un peu pour traiter celui-là, que la réglementation soit un petit peu moins tendue. Oui, là aussi, c'est pareil. Des serviettes réutilisables dans les toilettes, sécher les mains. Je pense qu'on est un peu sur le même type de réponse. Et comme il nous reste juste 2 minutes, je laisse écrire parce que je crois qu'il y a encore un message qui est en train d'être écrit. Je me permets, donc déjà, je vous remercie d'avoir été... on prend encore la dernière question, mais je vous remercie d'avoir été... présent. Juste pour répondre à Alexia quand même, qui pose pas mal de questions là, sur effectivement les serviettes réutilisables. Alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup en cuisine les fameux sèche-mains, les fameux papiers à usage unique, notamment pour se sécher les mains, ce qui est préconisé en hygiène pour se sécher les mains. Alors là encore, il faut sensibiliser, je pense, les équipes, parce qu'on peut très bien utiliser ces papiers à usage unique
de façon raisonnée, c'est-à-dire on prend une feuille, voire 2 feuilles, et pas la moitié du rouleau, ou en tout cas on tire sur le rouleau pendant 2 minutes pour se sécher les mains, comme on peut voir en cuisine. Donc ça, je pense qu'il y a aussi, ça fait partie des éco-gestes, voilà, d'utiliser une feuille, voire 2 feuilles éventuellement pour essuyer soit le plan de travail, soit ses mains, avec ces papiers à usage unique. Mais ça fait partie des éco-gestes, effectivement, où il faut sensibiliser le personnel, quoi. Ça, c'est clair. Juste pour rebondir, Philippe, il y a aussi sur les produits d'entretien, hein, l'idée, pareil, hein, c'est d'aller d'abord sur le juste dosage. En fait, déjà, on travaille l'éco-geste autour du juste dosage, ça permet déjà d'utiliser moins de produits. C'est une première réponse. Bien sûr. Voilà. Oui. Ça, c'est clair. D'utiliser les bons, effectivement, les bons doseurs pour pouvoir ne pas mettre trop de produits, effectivement, et le mettre à la poubelle, notamment, parce qu'on le met à la poubelle. Hein. Oui. On le met dans l'égout. Oui, je voyais juste d'autres messages, donc je vous laisse encore écrire un petit peu. Merci en tout cas à toutes et à tous. Je fais juste un dernier petit point, on l'offre lors de tous nos webinaires, donc j'en profite. Nous avons un petit parcours de MOOC d'initiation sur la partie concept marketing, référencement, e-réputation, qui va aller de pair si vous vous lancez notamment dans une partie éco-responsable et que vous souhaitez valoriser cette stratégie, cet engagement là-dessus. Ça peut vraiment travailler de votre concept. C'est une inscription qui est gratuite. Vous avez un webinaire et puis un MOOC de 4 heures. Vous allez sur monparcnum.fr. Voilà, c'est en partenariat avec le GNI, l'Artiref, la FMR et la BPI. Donc voilà, ce petit parcours d'initiation numérique qui fait toujours le mien. Et puis, voilà, pour ne pas dépasser plus que ça le temps, voici, vous avez tous nos contacts. Et pour tout projet de formation, d'accompagnement, d'envie de se lancer dans une démarche éco-responsable pour votre restaurant, eh bien, vous avez tous nos contacts ici et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Envoyer un petit mail, voilà, pour toutes les réponses sur lesquelles on n'a pas pu répondre, sur les réponses sur lesquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Pour votre restaurant, pour que ce soit un peu plus spécifique et qu'on puisse échanger de manière plus pointue et répondre vraiment à vos enjeux plutôt que des enjeux plus génériques. Voilà. Bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos messages. Merci Élise, merci Eva, merci Philippe. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup à vous pour vos retours également. Votre participation, vos retours. À bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.